Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à notre 10e épisode de Retour sur les attentes. Très content de retrouver Jonathan avec moi et encore une fois, donc on a un nouveau invité. Cette fois-ci, on invite un monsieur euh, suisse, Raphaël Dubé, qui est avec nous. Je vais lui demander de se présenter après. D'abord, j'accueille bien sûr Jonathan. Comment tu vas, Jonathan? Très bien, Joss. Et toi? Super, super. Il y a encore un peu de soleil ici dans le sud. Voilà, on n'a pas encore mis le chauffage. Je ne sais pas si tu l'as mis là-haut ou pas. Ah là, tu blagues. Ici, alors de ma fenêtre, je vois de superbes nuages gris, le chauffage qui se met en route dès le matin, etc. Enfin voilà, c'est la caricature du Nord, mais Oui, on est en plein dedans. C'est le pré-hiver, on va dire. c'est le pré-hiver. Eh C'est oui, ça va ça. venir bientôt. Bon, là, on est presque. Lorsqu'on enregistre ça, c'est fin octobre. Donc, la prochaine fois, ça va être novembre. Et puis, bah ouais, en décembre, on rentre, on y va et Noël. Voilà. Donc, on est presque à la fin de l'année. Exactement. Ça passait vite, hein, l'année, hein. Ah oui, complètement. Mais c'est bien. Enfin, la période de Noël, c'est toujours sympa. Mm. Et puis voilà, on fait le point sur l'année écoulée, on se projette sur 2024, plein de projets à l'horizon, etc. Donc c'est quand même une période assez sympa, on va dire, dans une actualité plus que morose. Voilà, Eh oui. faut Mm. aussi voilà, Mm. penser à soi et à ses proches, quoi. C'est important. C'est important. Est-ce que tu as des actus? Est-ce qu'il y a des petites choses que tu souhaites parler avant qu'on présente Raphaël? Et bien justement, comme on parlait de faire le bilan, du point de vue, on va dire, notre petite et grandissante, en pleine expansion communauté Kirkpatrick. Il y a pas mal de choses qui se passent. Alors tout d'abord, félicitations, refélicitations à Thomas qui a fait d'ailleurs, qui était l'objet, comment dire, l'invité de notre précédent épisode sur ce podcast. Oui. Thomas qui a été en tout cas, dans le monde francophone, je ne sais pas dans le monde entier, il faudrait que je repose la question au cœur Patrick, mais qui a été le certifié argent le plus rapide. Donc, entre le moment où il a commencé le programme et l'obtention de sa certification, ça a été super rapide. Et dans la foulée, parce que c'est un sprinter, euh, il a obtenu aussi la certification or. Donc voilà, il rejoint la toute petite communauté des certifiés or dans le monde francophone. Donc bravo Thomas, bienvenue à lui. Et dans la foulée, on a eu deux nouveaux aussi certifiés argent. Marc Ponsin et également Céline qui nous rejoignent donc aussi dans cette communauté. Donc ça c'est excellent aussi. Voilà, tranquillement, les personnes vont aussi au-delà du bronze et puis voilà, se projettent, mènent des projets, présentent des résultats, etc. Donc voilà, on voit que ça ne reste pas que théorique, c'est vraiment, il y a de la mise en pratique, c'est Kirkpatrick dans le monde réel, et donc voilà, ça permet concrètement à ces personnes de grimper, on va dire, les échelons des niveaux de certification. Donc ça, c'est top. Et puis, bah, comme tu le sais, tu vas peut-être en dire un mot, il y a beaucoup de projets Oui, qui s'annoncent pour 2024 hein, du côté oui. alors, outre-Atlantique, et forcément, ça va arriver chez nous. Ça, oui, exactement. Donc, ce qu'on avait annoncé la dernière fois, c'est que le cabinet Kirkpatrick Partners, donc avec qui nous sommes affiliés, ils ont vendu en fait leur affaire à une autre société qui s'appelle Anchored Training. Donc, c'est une société qui est dirigée par une dame qui s'appelle Vanessa Alcatraz. Et elle a pas, elle s'est pas chômée. Donc vraiment on accueille ça avec un grand plaisir parce Mmh. ils sont en train de faire un énorme travail sur un refond de tous les supports, le contenu, tout ce qui est livrable avec les certifications et pas que bronze, hein, certification Mmh. bronze, argent aussi, et même sur l'offre. Donc on voit vraiment des nouvelles choses qui vont sortir. On ne va pas trop dévoiler, mais vraiment des choses que nous, on pense va vraiment contribuer beaucoup plus au marché sur l'évaluation qu'avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on est assez content. Euh, je vais rencontrer Vanessa, je pense, la semaine prochaine aussi, donc Mmh. j'aurai le moment d'en discuter un peu plus avec elle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et je pense que voilà, en France, il faut le temps, parce que nous, après, on doit traduire tout ce tout ce qu'on reçoit, donc ça va Voilà. forcément prendre un peu de temps, mais voilà, on va mettre ça en place pour l'année prochaine aussi. Euh,
Par exemple, là, on faisait des sessions en bronze de 4 sessions. Là, on peut le faire 4 sessions ou 5, mais on peut le faire de manière un peu plus extensive déjà avec euh, une concentration, je sais, sur le plan d'évaluation qu'on va rendre beaucoup plus Ouais. tôt dans la formation qu'avant. Donc, c'est vraiment des petites choses et des grandes qui vont faire pas mal de changements. Donc, ça, c'est bien. Tout à fait. C'est vrai que ce sont des spécialistes, parce que alors, les Kirkpatrick sont des spécialistes de l'évaluation, évidemment. Et là, Vanessa et son équipe sont des spécialistes à la base, plutôt, on va dire, de l'ingénierie pédagogique. Donc, ce qui est top, Exact. c'est que ça va vraiment. C'est un peu l'association des deux mondes pour avoir des produits qui vont vraiment être au top. Donc, avec du fond sur l'évaluation, cette expertise toujours Kirkpatrick. Et puis, ce gros travail, vais-je dire, sur la forme aussi pour rendre les choses encore plus percutantes. Travailler vraiment toute la partie blended learning, etc. Donc, voilà, ça c'est top. Voilà, c'est quand même de bon augure pour l'impact de ces mêmes formations et faire en sorte que nos futurs certifiés passent encore plus rapidement à l'action. Alors, justement, nous avons une session le 28 novembre, 29 novembre à Paris, en bronze. Il y a encore temps que vous puissiez vous inscrire, donc je vous encourage de le faire. Je vais me rendre très hypocrite, Jonathan, tu vas me pardonner, mais je sais que c'est la fin de l'année, donc il y a des budgets aussi qui clôturent. Et donc, Oui. si jamais, voilà, il reste un peu de budget, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'OPCO. Encore une fois, je me rends hypocrite, mais il y a beaucoup d'OPCO qui maintenant, ils ont changé parce qu'en fait, j'ai vu sur le marché que peut-être ils n'ont pas dépensé autant d'argent qu'ils avaient prévu. Donc, ils Mhm. changent les critères de prise en charge pour justement augmenter les budgets de formation cette fin d'année. Voilà, donc, je sais qu'on est toujours en France, Profitez-en. voilà, profitez-en. On est toujours dans l'optique, si je peux, avec les financements, je le fais. Mais là, vous pouvez. Donc, Ouais, n'hésitez pas. mais complètement. Voilà. Et puis, en tant que, on dire, là, on s'adresse notamment aux responsables formation, hein, ne soyez pas les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. C'est-à-dire que voilà, on passe notre temps, alors moi j'en parle aussi en connaissance de cause avec ma casquette responsable de l'académie, on passe notre temps à parler, à convaincre les collaborateurs, les collègues, voilà, de s'engager dans les formations, etc. Bah, la moindre des choses, c'est aussi de donner l'exemple. Voilà, il y a cette citation je crois que c'est de Gandhi, hein, ça fait toujours bien aussi d'introduire le podcast avec une citation qui est l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc voilà, donc vous aussi, formez-vous, montez en compétences, et puis en plus, pour le coup, cette formation, vos collaborateurs, on va dire, en verront aussi directement les effets, les impacts, les résultats, parce que ça va considérablement changer, probablement en tout cas, votre manière d'approcher la formation. Donc oui, profitez-en. Si c'est la fin de l'année, s'il y a des budgets, etc., des queues de budget, bah, autant que ça soit utilisé de manière efficiente. On est d'accord. Et d'ailleurs, j'ai mis un post LinkedIn sur les bénéfices, les 5 bénéfices les plus importants que j'ai vus moi en tant que facilitateur depuis 10 ans de Kirkpatrick. Donc, voilà, si jamais vous cherchez une raison aussi de le faire, allez-y sur le profil LinkedIn pour voir ça. Bon, passons aux choses sérieuses. On fait un petit saut à l'extérieur de la France et on va visiter la Suisse romande. On va donc présenter avec fierté et joie Raphaël, Raphaël Dubé. Comment tu vas, Raphaël? Salut Joss, salut Jonathan. Alors Salut Raphaël. je vais très bien, je te remercie et ça me fait plaisir de vous recevoir ici en Suisse romande où je vous reçois depuis Fribourg. Donc Fribourg est une ville, je dirais, centrale, pas en Suisse mais en Suisse romande, euh, à, à une trentaine de minutes de Lausanne, qui est peut-être un peu plus connue que Fribourg. C'est là qui est mon fromage préféré, le Fribourg. Ah Ouais, ouais. c'est la patrie du gruyère, hein, à savoir, Oh quand vous oui. mangez du vrai gruyère, ça vient de nouvelle région Mhm. montagneuse du canton de Fribourg. Et je m'excuse par avance aussi, je vais peut-être utiliser quelques expressions suisses, quelques mots suisses, ça vous fera un peu voyager, mais si vous comprenez pas tout, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Si je dis ça joue, ça veut pas dire que je veux jouer, c'est juste que je vous demande si tout est OK. Ah, d'accord. Non, je rigole, parce que j'ai l'habitude aussi, Tout à par mes fait. expériences professionnelles, de travailler avec des collègues français, et puis parfois ils me regardent des fois avec des gros yeux, et tout n'est pas toujours très clair. On a quand même quelques expressions, quelques mots typiques de nos régions. C'est très bien.
Et étant anglais, c'est encore plus difficile pour moi. Donc, Ouais. peut-être on va mettre cette liste de vocabulaire à la fin, pour ceux qui ceux qui ont du C'est mal. On ça. On fera, sait on jamais. fera un glossaire, voilà, On fait un exactement. glossaire, exactement. Exactement. On fera des correspondances aussi. Je pense que ça parlera à nos auditeurs belges, hein, parce qu'en Suisse, on dit bien 70 et 90, et je crois qu'on dit aussi octante, c'est ça? Non, 70, 80, 90. 80, pardon. 80, Voilà. 80. ah! Ah, 80, tu vois, j'étais sur octante. Voilà. Alors qu'en Belgique, on dit 80, je pense. Donc, voilà. Et après, la complexité de la Suisse, c'est que ça dépend encore les régions. Il y a des régions qui disent 80. Ah, Par exemple, le d'accord. canton de Neuchâtel disent 80, le canton de Fribourg et le canton de Genève, par exemple, vont dire 80. Donc, Ah, c'est ce qui d'accord. fait le charme et du pays qui est multilingue, mais même dans les régions linguistiques comme le français ou l'allemand, il y a encore des spécificités. D'accord. Donc d'une vallée à une autre, on peut changer de mot, même si l'accent reste, similaire ou pas, c'est ça? Ou l'accent, peut-être pour vous, reste similaire, mais pour nous, on entend des grosses différences entre régions. Ouais. Mais nous, on n'a pas d'accent, il me semble. C'est plutôt du côté français qu'il y a un accent. C'est ça. Ah, Exactement. Bon, je crois que c'est pas l'objectif d'aujourd'hui de faire un, un cours sur la Suisse, mais en tous les cas, je vous remercie de me recevoir pour ce podcast. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'être là avec vous pour bon. parler d'évaluation. Non, mais et pas que, parce qu'il y a Et tu pas as que, vraiment ouais. un parcours, très, 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 atypique et intéressant. Hem, justement, est-ce que tu peux te présenter Oui. dans ton parcours professionnel, formation si tu veux, mais voilà, qu'est-ce qui fait que tu es dans la formation professionnelle? Avec plaisir. Donc, moi, ça fait maintenant, je dirais, une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la formation, mais j'ai de la chance parce que j'ai 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 comme abordé le domaine de la formation sous différents aspects. Je n'ai pas envie de dire sur tous les aspects, mais sous beaucoup d'aspects différents. Mais à la base, j'étais pas du tout orienté dans ce domaine-là. J'ai une base technique. Je suis ingénieur en génie mécanique, où j'ai travaillé quelques années dans le domaine industriel. Et je me suis très rapidement, dans mes activités de manager de production, où j'ai senti que la formation était vraiment un enjeu très important pour les collaborateurs, pour moi-même et pour les entreprises. Et je me suis rapidement perfectionné dans ce domaine où j'ai commencé comme formateur. J'ai commencé mes premières expériences de formateur dans le domaine industriel et directement derrière dans le domaine industriel horloger, où j'ai travaillé plus de 15 ans dans le domaine horloger, dans deux grandes entreprises horlogères suisses où j'ai justement abordé la formation sur différentes facettes. Alors, comme formateur, c'était très intéressant déjà de vivre la formation de l'intérieur, c'est-à-dire d'animer une formation, d'être en contact avec les collaborateurs internes, de participer aussi à la création des formations, à la conception des formations. À l'époque, on parlait essentiellement de formation présentielle. Il y avait déjà un petit peu de e-learning asynchrone, mais c'était, je dirais, les prémices et c'était pas encore vraiment quelque chose qui était très, très, très développé. Petit à petit, j'ai pris des responsabilités dans ce domaine où j'ai géré une équipe dans le domaine de la formation. J'ai continué extra-professionnel à animer des formations dans différents domaines, notamment dans le domaine de la formation d'adultes, où où j'interviens dans le brevet fédéral de formateur en Suisse. Peut-être on pourra en toucher un mot tout à l'heure parce que c'est encore une fois Oui. quelque Mmh. chose de très typique suisse. Les brevets fédéraux, on en a plus de 200 en Suisse, mais je pourrais vous toucher deux, trois, enfin vous donner deux, trois informations tout à l'heure. Mmh. Et puis j'ai petit à petit pris toute la responsabilité de la formation continue d'une entreprise de presque 3000 personnes, donc toujours dans l'horlogerie, où là j'ai découvert aussi d'autres aspects, le marketing de la formation, tout ce qui est les aspects financiers, les enjeux, l'impact, et puis le contact direct aussi avec la direction, qui ont des attentes aussi par rapport à la formation dans une entreprise. Donc ils m'ont toujours dit, on est prêt à signer les chèques pour, entre guillemets, offrir de l'argent pour la formation parce qu'on est convaincu, mais on aimerait bien aussi comprendre qu'est-ce que ça nous rapporte. Et c'est Hmm. là aussi tout l'enjeu du management de la formation et aussi grâce au modèle Kirkpatrick, entre autres, ça m'a permis aussi d'avoir les clés ou une partie des clés pour pouvoir répondre à ce type de questions. Et aujourd'hui, j'ai changé d'entreprise. Ça fait une année que je travaille dans le domaine de l'énergie. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Groupe E, qui est une entreprise qui est productrice d'énergie, qui distribue également l'énergie et puis qui a différentes activités dans le domaine de la transition énergétique en Suisse romande, principalement sur les cantons de Fribourg et Genève. Donc, on a aujourd'hui 2600 collaborateurs dans l'entreprise et je m'occupe de toute la formation continue, donc dans tous les domaines
que ce soit soft skills ou hard skills, également la formation des apprentis. Donc les apprentis, c'est aussi une spécificité suisse, c'est une formation duale qui se fait en école et en entreprise, et on accueille 270 jeunes dans 17 métiers différents. Très intéressant. Est-ce que le changement de secteur d'activité, est-ce que ça change ton approche par rapport à la formation? Est-ce que tu vois des différences entre l'horlogerie, l'industrie et l'énergie ou pas? Alors, le domaine, le cœur métier, clairement, il est différent. Par contre, le domaine de la formation reste identique et c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est très intéressant parce qu'au final, ça m'a encore ouvert plus les yeux, c'est que les questions que je me posais une année et demie en arrière avant que je change de travail, les questions que je me pose aujourd'hui, sont exactement les mêmes. Donc les enjeux sont les mêmes. Les questions qu'on peut se poser sur l'évaluation, sur la gestion de formation, sur comment mesurer l'impact, sur comment développer une formation, sur les besoins, etc. C'est exactement la même chose. Donc en fait, compte, je reproduis ce que j'ai reproduit ces 10 dernières années dans un autre contexte, mais dans un autre domaine qui est le domaine de l'énergie. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un domaine qui est nouveau pour moi et j'apprends petit à petit aussi le cœur du métier. Mais c'est là que je trouve intéressant, c'est que peu importe le domaine, c'est qu'on retrouve toujours, je dirais, un fil rouge ou un tronc commun, je dirais, de la formation qui reste identique. Et c'est ça qui est aussi chouette dans nos métiers, c'est se dire qu'on peut aujourd'hui évoluer, changer complètement de contexte, travailler, passer de l'horlogerie à l'énergie. Je me dis peut-être dans quelques années, d'un coup, je serai, je sais pas, dans les banques ou bon, ça c'est un peu typiquement suisse, ou dans le chocolat ou dans le fromage. Non, non, mais je rigole, ou dans la santé, et on va retrouver le cœur métier qui reste le même. Et c'est ça Hmm. qui est extrêmement intéressant. Par contre, ça a été difficile pour moi, c'est que j'ai quitté une entreprise où le niveau de maturité en termes de formation et d'évaluation, on avait beaucoup travaillé et formé les personnes sur le modèle Kirkpatrick, il était assez élevé. Et là, je tombe dans une entreprise où ça a été peut-être moins de préoccupation ces dernières années, pour différentes bonnes raisons. Et maintenant, il faut reconstruire ce que j'ai pu construire ces dernières années. Alors, à la fois, c'est intéressant parce que c'est un joli challenge. Parfois, des fois, je me dis, ben, j'ai quitté voilà, un domaine qui est en pleine maturité et là, il faut recommencer. Mais c'est l'occasion de repartir sur une nouvelle base et puis de façonner aussi toute la formation au sein de l'entreprise, on va dire, sur des bases solides. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a un lien, donc de cours entre l'implication dans la formation par la direction et la maturité de l'entreprise? Quand je dis l'implication, c'est la conviction que c'est utile, l'investissement qu'ils Mm. font en formation. Est-ce que tu vois là, quand tu dis, bah, est-ce que c'est la société, et parce qu'elle est plus jeune du coup, elle est moins mature, est-ce que c'est vraiment par rapport à ce que les commandes du haut, quoi? La formation se développe énormément dans l'entreprise où je suis actuellement, donc c'est l'entreprise Groupe E, hein, pas E, mais Groupe E, euh, parce qu'il y a des enjeux très forts aujourd'hui, c'est que en général, quand on se développe dans l'entreprise veut développer la formation, c'est pas pour le plaisir. Nous, on aimerait on a des vœux pieux pour dire c'est important, il faut se développer, il faut se former tout au long de sa carrière pour rester employable, pour être motivé, voilà, pour plein de choses. Mais en général, c'est qu'il y a il y a des vraies raisons derrière. Si l'entreprise veut développer la formation, c'est qu'il y a des vraies raisons. Et aujourd'hui, on en a deux principales. C'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on n'arrive pas à recruter des personnes qualifiées, notamment dans le domaine de la transition énergétique, qui se Mhm. développe énormément actuellement. C'est vrai en Suisse et je pense que c'est vrai dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, on n'arrive plus assez de trouver de personnes qualifiées dans ce domaine-là. Donc, la formation a un rôle majeur. Et deuxième enjeu, c'est aussi pour retenir nos talents, retenir nos collaborateurs et collaboratrices, car la formation est un atout majeur des entreprises en termes d'attractivité. Donc, de ces deux facteurs-là, fait que l'entreprise veut se développer et se positionner comme une entreprise formatrice. Je peux vous donner un exemple très concret qu'on a vécu ces 12 derniers mois ici au sein de l'entreprise avec le photovoltaïque. Donc, la demande de nos clients concernant la pose de panneaux photovoltaïques, elle a augmenté de manière drastique pour plusieurs raisons, hein. Il y a les coûts d'électricité qui ont augmenté. L'année passée, je ne sais pas quelle était la situation en France, mais l'année passée en Suisse, en même période, il y avait des gros problèmes, des risques liés à pénurie d'électricité. Donc, il y avait des risques de se dire, Hmm. ben, peut-être on ne va pas passer l'hiver et puis il faudra éteindre les chauffages ou prendre d'autres mesures drastiques pour économiser l'électricité. Et puis, il y a aussi ben, la sensibilisation aujourd'hui des
comment, du public ou des Ouais. consommateurs de se dire on veut aujourd'hui avoir de l'énergie renouvelable. Donc de là, il y a une forte demande en panneaux solaires, sauf qu'on n'avait plus assez de personnel qualifié pour pouvoir répondre à la demande. Et puis pour nos clients, c'est difficile de dire, ben écoutez, on peut vous poser les panneaux solaires, mais il faut attendre 18 mois. Mhm. Donc là, ils vont dire, OK, c'est gentil, mais je vais peut-être voir s'il n'y a pas d'autres concurrents qui font ça plus vite. Mhm. Et donc, du coup, là, on a mis toute une nouvelle formation qui s'appelle Solar Access en place au sein de l'entreprise, où ça permettait de recruter des personnes non qualifiées dans le domaine du photovoltaïque. Et grâce à une intégration dans l'entreprise et à un cursus de formation, qui puissent être facilement autonomes sur l'installation des panneaux solaires. Donc, c'est une démarche qui s'appelle Solar Access et puis qui fonctionne vraiment bien. On a eu maintenant plus de 80 ou 80, pour parler français, personnes Mhm. formées et autonomes pour la pose des panneaux photovoltaïques. Ok, très, très intéressant. Et Mm. tu évoquais, je me permets d'y revenir, tu évoquais, on va dire, voilà, tu as évoqué quelques termes, etc., quelques spécificités de la formation en Suisse. Alors, comme tu connais très bien notre accent, j'imagine que tu connais aussi d'autres choses, notamment de la France, mais pas que, puisque voilà, Mm. déjà c'est moi ça, en France. Euh, Concernant la formation, tu connais, j'imagine, Calliope, etc. Voilà. Est-ce que vous avez ce genre on va dire de spécificité aussi en Suisse? Est-ce que vous avez, comment on va dire, un marché de la formation qui est, on va dire, régulé? Est-ce que vous avez des normes, des certifications, des choses de ce type? Oui. Très intéressant. Effectivement, je connais Calliope, mais un peu de loin, et on a l'équivalent suisse qui est Eduqua. Donc, je peux en toucher un mot. Donc, à savoir, la formation continue en Suisse, elle est soutenue par un organisme qui s'appelle la FSEA, c'est la formation suisse pour la formation continue. On retrouve ça sur le site alice.ch, donc Alice comme le prénom, ALICE.ch, où on retrouve différents éléments. Donc, cet organisme de formation qui soutient et développe la formation continue en Suisse et fait également le lien avec les politiques, ont développé une certification qui s'appelle EDUQUA, donc EDUQUA, pour éducation et qualité, c'est la concaténation des deux mots. C'est quelque chose qui a été mis en place en 2001, donc ça a plus de 20 ans. Et c'est une certification basée sur les différentes normes qualité qui puissent exister, principalement la norme ISO 21001 et la norme ISO 9001, mais vraiment appliquée au domaine de la formation continue en Suisse. Donc c'est une norme qui est vraiment qui est pas connue à l'extérieur de nos frontières, c'est vraiment quelque chose de typique en Suisse, mais on a aujourd'hui il y a plus de 1000 entreprises qui sont certifiées avec cette norme, donc c'est quelque chose qui marche bien. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut se certifier, par exemple, un organisme de formation indépendant peut se certifier du quoi, un organe de formation dans une entreprise peut se certifier du quoi, une école, une université ou une autre école peut se certifier du quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est applicable à tous les domaines de la formation. Euh, ce modèle, il est basé, on va dire, sur les principes qualité assez standards, donc sur le PDCA, la route Deming, et Mhm. puis après, il est basé sur 8 principes et 19 critères. Donc, on retrouve je ne vais pas forcément tous les évoquer, mais les principes sont les principes standards, c'est-à-dire déjà au niveau organisationnel, donc au niveau direction des organismes de formation, du management de la qualité. Il y a des aspects aussi qui concernent tout ce qui est formateur et accompagnateur d'apprentissage, tout ce qui concerne la conception de la formation, tout ce qui est lié à l'information, c'est-à-dire comment on communique notre offre de formation vis-à-vis de nos clients, tout ce qui est infrastructure, environnement d'apprentissage, mise en œuvre des formations continues et un chapitre qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, tout ce qui est évaluation et développement. Mhm. Donc ça, D'accord. ce modèle-là, il est vraiment beaucoup utilisé en Suisse. Et si ça vous intéresse, ce qui est intéressant à l'inverse des normes ISO qui sont payantes, ce modèle-là, il est téléchargeable gratuitement sur le site pardon, alice.ch. Donc, D'accord. euh, la norme fait une quarantaine de pages, mais elle est extrêmement intéressante. Et moi, j'utilise vraiment comme un guide managérial voilà, pour développer la formation en interne des entreprises. D'accord. Alors nous, on a Calliope, c'était l'État qui a mis en place Calliope pour pouvoir justement être sûr que les organismes étaient assez sérieux pour accéder aux fonds de l'État. Mais ce n'est pas le cas chez vous en Suisse. Pourquoi est-ce qu'on prend Educa? C'est quoi la Alors, raison? Je oui, comprends, c'est la qualité, mais quelle est la raison derrière?
Alors, existentielle. effectivement, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, ça peut être un argument concurrentiel, hein. C'est-à-dire un organisme de certification A avec un concurrent qui est l'organisme de formation B. Si le client va choisir, il va dire, ah, le A, il est certifié du quoi, le B n'est pas certifié du quoi. Ça peut être un élément concurrentiel. Mais je pense que ce n'est pas le principal. C'est également lié au business, parce qu'il y a certaines offres de formation qui peuvent être seulement répondues si on est certifié du quoi. Si par exemple l'État de Fribourg demande, fait un appel d'offres pour former, je ne sais pas moi, l'ensemble des collaborateurs sur la cybersécurité, un des critères qu'ils vont vérifier, c'est que l'institut de formation qui répond à l'offre est certifié du quoi. Donc, ça permet quand même de développer certains marchés. Donc, il y a quand même un aspect business derrière. Alors, bien entendu, ça devrait améliorer le fonctionnement de l'organisme de formation, mais avant tout, c'est développer aussi les aspects business, clairement. Ok. Et Super. donc on peut, on va dire, avoir cette certification et du quoi? C'est une certification, hein, c'est ça? C'est une Ouais, certification, ouais. ouais, accréditée par les organismes qui sont accrédités pour le faire, comme une certification, que ce soit 21 000 ans, ou 9 000 ans ou Ouais. autre. Ouais. Ok. Et donc on peut avoir cette certification et est-ce que elle implique que les personnes, on va dire les formateurs, les formatrices donc, qui interviennent au sein de l'organisme de formation soient titulaires donc du brevet fédéral de formateur, c'est ça? C'est ça. Alors, Ou c'est indépendant? non, c'est pas indépendant. Donc, effectivement, dans le chapitre formation, vous retrouvez dans cette norme du quoi, est spécifique, les formateurs doivent avoir un niveau de formation minimum. Alors, ça n'exige pas que tous les formateurs de l'institut doivent avoir le brevet fédéral de formateur. J'expliquerai peut-être tout à l'heure en quoi ça consiste. Mais quand même un niveau de formation minimum, c'est-à-dire un certificat de formateur ou le brevet fédéral en fonction aussi du nombre d'heures qui sont dispensées dans l'année en termes de formation et aussi en fonction du nombre de personnes dans l'entreprise. Donc tout ça, c'est effectivement spécifié dans la norme. Et le brevet fédéral de formateur, comme tu l'as évoqué, Jonathan, et comme je l'ai évoqué, c'est une formation certifiante en Suisse. Donc, à savoir que le brevet fédéral, c'est une formation complémentaire ou formation, on va dire, initiale qu'on a en Suisse. Ça peut être une formation comme le bac ou un certificat fédéral de capacité. Ça, c'est les CFC, comme je disais avant, avec les apprentis. On a plus de 200 brevets en Suisse. On peut avoir des brevets dans le domaine de la coiffure, des brevets dans le domaine de la santé, des brevets dans le domaine de l'électricité. À savoir que, par exemple, un des brevets les plus connus en Suisse, c'est le policier. Pour être policier en Suisse, c'est un brevet fédéral. Et on a le brevet fédéral de formateur et de formatrice. Donc, ce brevet fédéral, c'est une formation à savoir qui est quand même assez conséquente, qui se fait en général sur 2 à 3 ans. C'est environ, maintenant il y a une réforme, je ne vais pas vous dire le nombre de jours exact, mais c'est à peu près 50 jours de formation synchrone et environ le triple de ça en formation asynchrone. Waouh, C'est-à-dire des travaux de groupe, des lectures, des travaux personnels, des travaux à rendre, c'est des énorme. lectures. C'est Ouais. énorme, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose 200, d'assez. 200, 200 jours pour être reconnu formateur professionnel, c'est ça? Ouais, au Ah. total, si on compte toutes les heures synchrones et asynchrones, ouais. 50 Et jours synchrones. Et on a 3 niveaux à cette formation. Alors, il y a le premier niveau, c'est le certificat. Donc ça, euh, il faut déjà avoir des prérequis, c'est-à-dire qu'il faut au minimum avoir 150 heures de pratique déjà, c'est-à-dire de formation. Alors, pour quelqu'un qui forme régulièrement, ça va vite, 150 heures. Maintenant, quelqu'un qui forme de manière très occasionnelle, ça peut prendre du temps. Et puis après, si je dis pas de bêtises, c'est 12 jours synchrone, donc en présentiel et distanciel. Et après, il y a à peu près encore le même chose en travail personnel, peut-être même un peu plus, c'est-à-dire travaux de groupe, lecture et dossier réalisés. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le certificat de formateur. Et après, on arrive au brevet, on a justement plusieurs modules qui ont été justement remaniés maintenant. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que on a des modules sur tout ce qui est dynamique de groupe, des modules tout ce qui est ingénierie de formation, des modules d'approfondissement, notamment l'évaluation et un des modules d'approfondissement pour les personnes qui sont actives aussi dans ce domaine, ou tout ce qui est digital aussi, ça fait l'objet d'un module d'approfondissement. Après, il y a des modules aussi sur le transfert des compétences, donc c'est aussi directement lié avec
entre autres le modèle Kirkpatrick. Et après, il y a l'examen, c'est pas un examen écrit dans une salle où on doit répondre à des QCM, c'est plutôt des examens sous forme de travaux à réaliser ou d'observation aussi sur le terrain, où il y a des experts qui viennent vous observer en situation de formation. Il y a chaque module évalué de façon différente pour à la fin obtenir le brevet fédéral de formateur. D'accord. Et ça, c'est le deuxième niveau. Puis après, on va encore plus loin. On a le Ah diplôme ouais. fédéral de responsable de formation. Donc ça, c'est le plus haut niveau, je dirais, dans le domaine de la formation professionnelle, où là, c'est plutôt des personnes qui ont responsabilité en service formation, comme moi aujourd'hui, où là, c'est encore complété avec 6 modules de formation dans différents domaines, que ce soit finance, marketing, ingénierie de formation, etc. Qualité aussi, avec EduQuois, entre autres. D'accord. Voilà. J'ai envie de faire, je me permets une boutade pour notamment les auditeurs français qui pestent souvent sur Calliope, etc. Et je ne suis pas le dernier en la matière. Estimez-vous heureux, parce que vous voyez, là, pour le coup, ça va jusqu'à aller former, certifier les formateurs, etc. On voit que les parcours ne sont pas anodins. Donc ça, c'est pour la boutade. Et en même temps, là, on va dire, c'est le côté positif de la chose, je trouve que ça a le mérite de la cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à dire nous, avec Calliope, on doit quand même apporter la preuve que l'on développe régulièrement les compétences des intervenants, etc. Mais ça n'est pas aussi poussé et il n'y a pas, on va dire, ce passage un peu obligé où on s'assure quand même que les formateurs aient de réelles compétences pédagogiques. Aujourd'hui, je pourrais me limiter à dire, tiens, j'ai fait une formation quasiment en formation de formateur occasionnel de 2 jours pour mes formateurs. Voilà, je pense que ça passe facilement au niveau de l'audit. Là, on voit que les exigences sont hautes et forcément, j'imagine que ça a un impact sur la qualité des prestations derrière. On va dire, avec ce niveau de compétence, on est quand même sur un tout autre niveau, je pense. Est-ce que je peux jouer l'avocat du diable parce que je suis d'accord avec toi. Ouais, vas-y. Euh, je me demande deux choses. Premièrement, je pose la question. En fait, il faut que je pose deux questions à Raphaël. Première Oui. question, Raphaël, par rapport à ça, c'est que est-ce que donc du coup, si on fait tous ces brevets, ces diplômes, ces 200 jours, etc., est-ce qu'on doit considérer quand même que c'est mon métier? C'est une vocation d'être formateur en entreprise. C'est pas juste, comme disait Jonathan, un truc de 2 jours en passe-temps où je peux gagner ma vie en train d'être formateur, mais je Oui, peux faire autre chose à côté. oui. Ça, c'est ta première question. Tu as dit que tu avais 2 questions. Tu me la poses après, c'est ça? Deuxième question, c'est que donc justement, si je suis formateur en Suisse romande, et là on va rentrer dans le nerf de la guerre, euh, si je suis formateur en interne en entreprise, si je suis formateur à l'externe, quelle est la fourchette, si tu peux en parler, financière que je peux facturer ou avoir par mois? Je ne sais pas, tu vois, si je travaille à plein de temps en tant que formateur, on ne va pas former tous les jours, parce qu'on ne peut pas être formateur et former tous les jours, c'est impossible. Mais tu vois, en général, si la formation, je suis formateur, c'est ma vocation, est-ce que je gagne bien ma vie? Oui. Ok, alors merci pour tes 2 questions qui sont intéressantes. Donc la première, effectivement, quelqu'un qui fait un brevet fédéral de formateur complet, c'est quelqu'un qui est plutôt formateur de métier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait ça à 100%, que ce soit dans le développement des formations, de l'animation des formations ou les deux. C'est rarement ça, des gens qui font ça de manière occasionnelle. D'ailleurs, il faut justifier pour avoir le brevet minimum 5 ans de pratique dans le métier, etc., etc. Donc, c'est pas Mm. quelqu'un qui va faire ça juste parce qu'il donne 2 fois 2 heures par année des formations voilà, sur un domaine X ou Y. Il y a des formateurs occasionnels qui font plutôt le niveau 1 qui est le certificat, c'est-à-dire c'est une douzaine de jours synchrone et plus de travail personnel. Et là, c'est plutôt adapté pour les formateurs occasionnels, quelqu'un qui va faire voilà, 5 ou 6 jours de formation par année, mais il faut toutefois justifier 150 heures de pratique. Et puis, il existe aussi pour des gens qui font de la formation un peu plaisir ou qui ont l'occasion de le faire une fois ou l'autre dans l'entreprise, des formations de formateurs occasionnels, hein, comme ça existe en France, de 2, 3 jours, qui sont dispensés par différents instituts de formation ici en Suisse. Mais effectivement, le brevet, c'est vraiment des formateurs métiers. Et puis la question de la rémunération, alors oui, dans les entreprises, on a des formateurs qui font ça comme métier, qui sont rémunérés. Alors je ne sais pas si c'est intéressant de parler de salaire, parce que c'est difficile de comparer entre la Suisse et la France, mais tout ce Oui, que je je peux. pense que on est au 30. Moi, j'étais à Genève il y a 2 semaines, on m'a dit que c'est à peu près 30% de plus en Genève Ouais. par rapport à la France. Je ne sais pas si c'est ce que tu vois toi, mais.
En tout cas, ce que je peux dire, je ne veux pas parler peut-être de salaire mensuel, mais quand on Oui, fait intervenir des prestataires de formation, euh, la journée, alors je veux dire, le pire que j'ai eu, c'est 6 000 francs la journée. waouh. Hmm. Pas mal. Ça peut-être vous donner envie. Ça me donne aussi envie, je vous rassure, hein. Attends, Mais ça, je ça peut être des, raccroche, j'arrive. ça peut être des formations vraiment très pointues pour des directeurs, top management, etc. Mais ça, c'est le plus haut que j'ai vu. Ouais, Sinon, ça peut varier entre des prestations entre 1000 et 2000 francs la journée, je dirais. ouais. Mais tout Ok. compris, c'est-à-dire que le travail Ouais. d'ingénierie, l'analyse du besoin, etc., c'est également compris. Donc c'est pour ça que des fois les gens disent, ouais, c'est un super métier, parce que je fais ça 2, 3 jours par mois, et puis Hmm. Hmm. c'est bon, mon mois il est fait. Mais effectivement, si on compte le temps de préparer, enfin, si on fait bien notre métier, encore une fois, si on Oui, compte oui. le temps de l'analyse du besoin, l'ingénierie, développer une formation spécifique, animer la formation qui sera peut-être modulaire ou synchrone et asynchrone, faire l'évaluation, faire une restitution, faire un bilan, la journée, vous pouvez faire x5, hein, Ouais, ou ouais, x4. effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Juste, Je, je vas-y, pense, Jonathan. ouais, juste pour la blague, je pense qu'on a la punchline du podcast, hein, Joss. Tu pourras extraire cette phrase et on va faire un titre. Raphaël nous explique comment gagner 6 000 francs, 6 000 francs slash euros par jour en tant que formateur. Là, on Voilà. va faire des milliers d'écoutes. Les gens, ils vont retenir que ça. Ouais. C'est ça. Avant de passer à la partie évaluation, euh, est-ce que, juste une dernière sur le système, sur Eduqua et justement ses brevets et ses diplômes, est-ce qu'en tant qu'acheteur de formation, toi, Raphaël et tes confrères, est-ce que donc du coup vous êtes plus, je dis vous, hein, parce que c'est Mhm. plusieurs responsables, Tout à est-ce que fait. vous êtes plus exigeant sur la prestation? Parce que est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est de dire, bon, moi j'exige Eduqua et après je fais confiance, ou est-ce que vous avez un œil sur la totalité de la prestation? Tu en as un peu parlé un petit peu avant, mais Ah tu ouais. pourras approfondir. Ouais. Alors moi, je suis attentif quand je mandate des prestataires de formation, parce qu'on travaille avec énormément de formateurs externes. Moi, je suis attentif à ce qu'ils aient, pas forcément du quoi, mais qu'ils aient le brevet fédéral de formateur. Pour moi, c'est clairement un gage de qualité, parce que ça veut dire la personne que j'aurai dans mes formations, c'est quelqu'un qui a été formé à préparer et animer des formations. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'experts dans plein de domaines, mais qui n'ont pas forcément cette fibre pédagogique ou andragogique. Ben, comme on a tous connu et on connaîtra encore, ben voilà, c'est des personnes qui vont déballer leur savoir qui est très conséquent, hein, ça je ne remets pas en question, mais qui n'ont pas une approche pédagogique de la formation. Donc pour moi, ça c'est vraiment un gage qualité. Si je dois choisir aujourd'hui en Suisse entre deux prestataires, alors là je parle pour la Suisse, si c'est des prestataires français, je ne pourrais pas avoir ce point de comparaison, bien entendu, mais je vais plutôt m'orienter vers quelqu'un qui a le brevet fédéral de formateur. Ça, c'est sûr. Hmm. Pour Ouais, moi, c'est ok. clairement un gage de qualité. Parce que comme on l'a dit, c'est pas juste 2 jours, voilà, ça Oui, y est, je suis Ouais, formateur. C'est c'est vraiment quelque ça. chose de conséquent. mm. Ok, très intéressant. Alors, avec l'évaluation, quelle est ton expérience? Je crois que tu avais dit tout à l'heure que c'est un commanditaire dans l'ancienne société d'horlogerie qui était intéressé par rapport à l'investissement, donc du coup, tu t'intéressais à l'évaluation. Toi, tu t'es certifié, je crois, avec Patrick, avec nous en 2018, si je me... Je C'était la crois que première fois que tu c'était t'intéressais à ouais, l'évaluation ou c'était en comment? 2018, ouais. Ouais. Euh, alors oui, je suis humblement certifié niveau bronze Kirkpatrick, hein. Vous avez parlé niveau argent et or, donc moi je me suis arrêté au niveau bronze. Euh, Mais non, je m'intéressais déjà à la formation avant parce que dès le début que j'étais actif dans la formation, l'évaluation a été un sujet. J'avais pas forcément connaissance de cette certification à ce moment-là. Par contre, dans nos cursus de formation de formateurs, on traite tout ce qui est évaluation. Et d'ailleurs, on a vu le modèle Kirkpatrick dans nos formations, qui était plutôt l'ancien modèle Kirkpatrick, hein, qu'on Hmm. connaît ou qu'on retrouve facilement sur Internet, c'est-à-dire la Ouais. pyramide où on voyait les 4 niveaux. Donc sur le moment, c'est vrai que ça, on l'a vu, on en a parlé, j'ai découvert ces 4 niveaux, mais à ce moment-là, ça m'avait pas autrement marqué que ça. Alors j'ai trouvé toutefois intéressant. Et puis, quelques années plus tard, ben, quand il a fallu commencer à répondre à certaines questions, de se dire, tiens, la formation, c'est bien, mais quel est l'impact? Comment on mesure? Donc, est-ce qu'on mesure la qualité? Est-ce qu'on mesure l'efficacité? Qu'est-ce qu'on veut vraiment mesurer? Et là, après quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait ces certifications qui étaient proposées. Et je dois dire, et ça, je vous dis pas
Je dis pas ça pour faire de la pub, hein, mais pour moi, ça a été, je ne vais pas dire qu'il y a un avant et un après, mais quand même, ça a été quand même une révélation, cette formation. Alors, pour 2 choses, déjà grâce aux excellentes compétences de Joss, qui avait fait une super formation. Je me souviens, j'étais venu Arrête, à arrête, Paris. arrête. Tu me Bravo, fous Joss. ça. Et surtout le modèle, en fait. Le modèle qui, pour moi, c'est presque réducteur de parler d'un modèle d'évaluation, en fait. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est un modèle d'ingénierie de formation, Kirkpatrick. Mhm. Et c'est pour ça, quand on dit oui, oui, on fait de l'évaluation, on fait Kirkpatrick, on y pense en place. Non, 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 pour moi, c'est un vrai modèle d'ingénierie. Parce que dès les premiers instants, quand on développe une formation, on doit se poser ces questions-là qui concernent l'évaluation. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une approche, je dirais, structurée, par étapes, avec les bonnes questions à se poser, de prendre conscience qu'aujourd'hui, on met énormément d'énergie pour faire de l'évaluation niveau 1 sur le modèle pratique, alors qu'au final, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est plutôt capable de mesurer l'impact, alors qu'on n'y met pas d'énergie, qu'on prend pas le temps de le faire, et puis ça a remis pas mal en question mes pratiques. Et ça, j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant. Donc en Top. gros, Non, c'est j'étais venu pour améliorer ma façon d'évaluer les formations, mais je suis reparti avec beaucoup plus que ça. Et ça, voilà, pour une formation, je me souviens plus, c'était 2 jours, hein, Joss, 2 ou 3 jours, deux c'est jours, je deux crois. jours, ouais, ouais. Ouais, C'est ça. Deux ouais. jours. Ah bah là, alors, je sais pas si l'expression existe en Suisse, hein, tu nous le diras, mais là, je pense qu'avec Joss, on boit du petit lait pour dire on apprécie et J'adore. ça fait, euh, ça fait tellement du bien d'entendre cela parce que, bon, évidemment, tu te doutes que l'on boit tes paroles et que l'on partage tes propos, forcément. Et c'est vrai que je te rejoins complètement sur le fait que ça n'est pas juste un modèle d'évaluation. Et il y a beaucoup de personnes avec qui je parle qui me disent c'est un modèle de gestion du changement. Et c'est vraiment ça aussi, Ouais, c'est de se dire, alors, parce que là c'est un modèle d'ingénierie aussi pédagogique. Si on l'axe, ce qui est ça, on va dire son objectif premier sur la formation, mais c'est vrai que toute évolution, tout changement avec on va dire une forte composante, une forte dimension humaine, pourrait s'appuyer sur le nouveau modèle de Kirkpatrick. C'est vrai que c'est utile bien au-delà de ouais, l'évaluation que l'on imagine comme étant quelque chose qui arrive après coup. clairement. Clairement. Et d'ailleurs, quand je suis revenu en Suisse, si tu te souviens, enfin, vous vous souvenez de c'est Jonathan, alors c'était plutôt Jonathan qui est intervenu, mais Oui, directement derrière, je t'avais fait venir, tu avais formé tous les formateurs de l'entreprise où j'étais, je t'avais fait intervenir pour des conférences, mais je me suis dit, ça y est, il faut c'est vraiment ça. qu'on développe ça, qu'on approfondisse ces aspects-là, parce que là, j'ai senti qu'on avait peut-être un peu de retard et j'avais envie vraiment de développer ça dans mes contextes professionnels. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Et ça me permet au passage de dire que voilà, quand je discute avec des amis, je dis toujours, et là c'est pareil, hein, je renvoie une forme de compliment. Je dis toujours, mais la Suisse, quel beau pays. Et quand je parle avec des personnes qui parfois vont à l'autre bout du monde et n'ont toujours pas visité la Suisse, je dis, mais vous manquez quelque chose, quoi. C'est vraiment un pays qui est magnifique. Et franchement, une attitude, dire des comportements aussi des habitants. Enfin, ça fait tout drôle. Et moi, j'ai toujours cette anecdote, hein, quand tu m'avais invité pour venir faire une Mhm. conférence pour la Fort. Quand je suis arrivé et que je descendais du train et que je voyais des voitures qui s'arrêtaient 50 mètres avant le passage piéton, ça me changeait de Paris où, où je risque ma vie à chaque fois que je m'y rends. Donc, non, franchement, c'est à voir. Alors, Raphaël, on discute avec toi avec grand plaisir Oui, et sur plein de sujets. On voulait parler avec toi de la formation en Suisse, de ton expérience sur l'évaluation, etc. Et il y a aussi un autre sujet que l'on voulait aborder avec toi, oui, c'est la méthodologie ABCDE. Alors, c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé. Je le dis à l'avance, on partagera, tu nous as fourni quelques supports, donc on fera un article sur notre blog où l'on mettra cet épisode de podcast, et comme ça, les auditeurs, les auditrices auront aussi quelques visuels, quelques exemples, etc., pour mieux se représenter les choses. Mais si tu peux nous en dire davantage sur cette belle innovation pédagogique. oui, avec plaisir, Jonathan.
Alors, ABCDE, bon, déjà, c'est facile à s'en souvenir parce que jusqu'à là, l'alphabet, il n'y a pas trop de soucis. Mais je vous ai peut-être expliqué la genèse. La genèse de cette méthodologie que j'ai développée pour accompagner les formateurs dans l'ingénierie de formation. La genèse est une formation en management de projet qui était dispensée à l'époque, donc quand je travaillais dans l'horlogerie, pour tous les chargés de projet en interne dans l'entreprise. Donc c'était une formation de 10 jours qui était dispensée en interne il y avait plusieurs modules avec des prestataires internes et externes. Donc c'était ce qu'on considérait comme une belle formation parce que ben voilà, quand même assez conséquente, avec des enjeux derrière assez intéressants. Donc les personnes venaient, s'inscrivaient à la formation et tout le monde faisait les 10 jours. Et moi, à la fin, en tant que responsable de formation, je participais presque à chaque fois au bilan. Et puis, bah, quand on faisait le bilan final, les participants me disaient oui, alors c'était bien cette formation, mais c'était trop pour moi. Parce que j'avais déjà des bonnes connaissances, donc il y a plein de choses que je connaissais déjà. D'autres me disaient, ouais, cette formation, pour moi, c'était pas assez parce que je suis nouveau dans ce domaine et j'aurais voulu aller plus loin. On se disait, ah ben mince, on n'a pas de chance quand même. Et puis une fois, un jour, quelqu'un m'a dit, ah ben le jour où je dois gérer des projets, je pense que ça sera utile. Et là, je me suis dit, mais mince, on perd notre temps. On fait perdre notre temps aux participants et nous on perd notre temps parce d'avoir une Hmm. formation standard de 10 jours pour tout le monde, eh ben, on n'est plus dans ce paradigme-là où c'est-à-dire c'est les participants qui s'adaptent à la formation, mais c'est la formation qui soit adaptée aux participants. Et j'en ai discuté avec mon équipe, ils disent oui, mais bon, on a toujours fait comme ça et en fait, on a besoin, on fait une formation d'une journée, 2 jours, 3 jours, et puis voilà. Bon, après, je parle même pas de l'évaluation parce que là, l'évaluation était tout à fait standard et basique, comme Hmm. traditionnellement on le fait, c'est-à-dire un questionnaire d'évaluation de satisfaction à la fin de la formation qui ici à l'époque était format papier, mais bon, peu importe. Et là, je me suis dit, il faut qu'on réapprenne, qu'on repense la journée de formation. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y avait l'arrivée, on commençait à parler d'hybridation de formation, il y avait tous les outils qui se développaient, les outils digitaux, mais pas que, hein, toutes les méthodes pédagogiques aussi présentielles, toutes les actions aussi de formation sur le terrain que je trouve assez intéressantes. Donc j'ai dit qu'il faut vraiment qu'on développe une méthodologie pour qu'on puisse prendre le virage de la formation, de l'hybridation de la formation et de la digitalisation de la formation pour les formateurs. Parce que sinon, on va rester dans ce modèle. Je ne sais pas, je fais un jour de formation, je sais. Et ce modèle-là, il faut faire le deuil parce qu'on est tous d'accord que ça ne fonctionne pas. Clairement. Donc, on est parti, enfin, je suis parti dans cette réflexion. Je me suis bien sûr inspiré des méthodologies existantes. Donc, je suis de loin pas parti d'une page blanche. Et ça, je tiens à le souligner. J'ai mais pas inventé grand-chose. J'ai juste repris ce qui existait, mais je l'ai remodelé. Et j'ai développé la méthodologie ABCDE. Donc, le A, pourquoi? C'est l'analyse du besoin. Donc, ça, c'est la première étape, je dirais, dans un projet d'ingénierie de formation. Comme pour, comme pour un voyage, j'aime bien faire l'analogie, hein, si on veut partir en voyage, vous allez rentrer dans une agence de voyage, même si ça se fait de moins en moins. Et puis, la personne qui est en face de vous, elle va vous poser plein de questions. Elle va vous demander quel est votre budget, où vous voulez voyager, combien de temps, combien de personnes, quel est le type de voyage que vous voulez faire, actif, plage, montagne, etc., etc. Donc ça, c'est qu'on trouve dans cette première étape, qui est la même étape qu'on retrouve aussi dans la méthodologie ADI, que je me suis grandement inspiré. C'est vraiment, j'irais, recenser tous les besoins du commanditaire ou du client de la formation ou des clients de la formation. Ensuite, la deuxième étape, le B. Alors, c'était difficile de trouver quelque chose qui commence par B, mais c'est vraiment la notion de besoin ou de réponse aux besoins. Donc, une fois qu'on a fait notre analyse et qu'on sait clairement où on veut aller, ben, il faut réfléchir au comment. Et ça, c'est comme si je reviens dans mon analogie de l'agence de voyage, c'est qu'une fois que la personne qui travaille dans l'agence de voyage a clairement compris ce qu'on veut, eh ben, elle va nous faire des propositions. On va dire, OK, par rapport à ce que vous m'avez dit, je vous propose 2 semaines de vacances en Égypte, au bord de la plage, ou 2 semaines actives en montagne pour faire de la randonnée, etc., etc. Donc là, on doit être au plus proche du besoin qui a été analysé au départ, parce que ben, clairement, comme dans tout projet d'ingénierie de formation, si mon budget, si le budget de mon voyage est 2000 francs et la personne de l'agence de voyage va me proposer un voyage à 10 000 francs, ben ça va pas fonctionner. On est tout à fait d'accord. Donc la formation, on doit aussi prendre ça en considération. Parce que des fois, en tant que formateur, on aimerait bien dire ah ben ce serait idéal, il faudrait faire 15 jours de formation, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça.
sauf que ça coûte en temps, ça coûte en argent, puis parfois, on ne peut pas faire comme on aimerait, il y a des contraintes aussi contextuelles et organisationnelles. Et puis pour faire, je dirais, le design de la formation, pour vraiment, je dirais, créer notre voyage, c'est là que j'ai la plus grande difficulté parce qu'on a de la peine à sortir, je me mets dedans, hein, du schéma traditionnel, c'est-à-dire j'ai un besoin, je fais 2 jours de formation et on n'en parle plus. Donc comment j'hybride ma formation? Et là, on a développé un outil qui s'appelle Training Design Box et j'en toucherai aussi peut-être un mot tout à l'heure après la présentation de la méthodologie. Ensuite, une fois qu'on a fait le design de la formation qui est validé par le commanditaire, on passe à l'étape suivante, le C, qui est la création des ressources. Donc ça, c'est traditionnellement, on va créer toutes les ressources nécessaires pour la formation, c'est-à-dire les supports de formation, la plateforme de partage de documents si nécessaire, la formation en ligne, la vidéo, les supports pédagogiques, etc., etc. Donc là, il y a le travail, je dirais, vraiment de développement des ressources qui est la partie aussi intéressante pour le formateur. Et puis la dernière étape, le D, c'est le déploiement et de pérennisation, c'est-à-dire qu'on va déployer la formation selon ce qui a été prévu. Alors parfois, ça peut être très simple. Hein, si c'est une formation, on a 10 personnes à former sur un temps relativement court. En termes de logistique, c'est pas du tout compliqué. Par contre, on a des cas beaucoup plus complexes. Comme vous le savez, ça dépend des contextes, mais d'un coup, c'est 800 personnes à former, réparties sur 10 sites de production différentes, avec des contraintes parce qu'ils travaillent en équipe, etc., etc., avec multilangue, pardon. Donc voilà. Donc le déploiement peut être plus ou moins complexe selon le cas. Et le E, je pense que vous l'avez deviné, le E, Oui. c'est l'évaluation. Mais l'évaluation, je ne l'ai pas mis à la fin, comme la méthode a dit, je l'ai mis au centre. Donc, vous le verrez sur le blog, la représentation de la méthodologie ABCDE, c'est comme une roue. En fait, vous avez le ABCDE autour et le E au centre, comme une pièce du puzzle qui vient se greffer et qui est en lien avec chaque étape. Et c'est là peut-être moi la critique que je fais avec la méthodologie ADI qui est bonne, sauf l'évaluation qu'on voit à la fin. On aurait plutôt tendance à dire, je fais tout le travail d'ingénierie et à la fin, je prends 5 minutes pour penser d'évaluation. Et pour moi, et pour vous, hein, parce qu'au final, c'est pour vous qui avez renforcé cet apprentissage et qui avez amorcé, je dirais, ces déclics chez moi, c'est que l'évaluation doit se penser dès le début. Donc, dès l'analyse du besoin, on doit déjà réfléchir. Comment, qu'est-ce que je vais évaluer? Comment je vais l'évaluer? Comment je vais mesurer l'impact de la formation? Est-ce que je veux mesurer le résultat de la formation? Est-ce que je veux mesurer la qualité et l'efficacité? Voilà, toutes ces questions-là qu'on se pose au départ. Il y a quelques questions que j'avais relevées à l'époque et qui me sont restées. Qu'est-ce qui vous fera dire que cette formation est réussie? Et voilà, je ne l'ai pas noté, mais ça, c'est 2-3 choses que vous m'avez enseignées. Ça fait quelques années, mais ce qui me sont restées, et je me dis, mais c'est tellement ça. Et on le retrouve à chaque étape. Donc, on le retrouve au moment de l'analyse, on le retrouve au moment de réponse aux besoins, parce que pour moi, dans le design de la formation, quand on présente le voyage ou le cursus de la formation, on doit déjà positionner les actions d'évaluation. Pareil, quand on crée les ressources, il faut aussi créer les ressources d'évaluation. Potentiellement, elles existent, dans certains cas, parfois pas. Et quand on déploie la formation, on doit également déployer tout ce qui est lié à l'évaluation. Et après, après faire l'analyse nécessaire et en tirer les différents résultats et indicateurs. C'est génial. Ouais, franchement, je trouve ça très pertinent et c'est vrai que c'est une Très critique pertinent. qui est souvent aussi émise au sujet du modèle ADI. C'est de considérer que l'évaluation est placée à la fin. Alors, peut-être que les concepteurs du modèle ne l'imaginaient pas ainsi, mais voilà, c'est un peu comme on parlait du modèle originel de Kirkpatrick, quand on le représente avec une pyramide, on se dit on commence par 1, puis 2, puis 3, alors qu'en fait, non, le modèle, on doit plutôt l'utiliser dans notre sens pour élaborer un dispositif de formation et d'évaluation. Et là, c'est vrai que le fait que tu places avec ce modèle le E, l'évaluation au centre, c'est central, c'est le cas de le dire. Ça montre bien que l'évaluation est un fil directeur qui se retrouve dans chaque étape. Ça permet d'avoir, j'imagine que tu l'imagines ainsi, c'est le cas de le dire, que ça permet aussi d'avoir une conception pédagogique plus agile, parce que finalement, voilà, on peut régulièrement tenir compte des feedbacks, des retours, etc., pour s'améliorer à chacune des étapes. Donc c'est vraiment, on parle du PDCA tout à l'heure, mais c'est vraiment aussi cette logique d'amélioration continue à chaque étape.
Oui, c'est vrai j'ai voulu aussi amener de l'agilité dans la méthodologie, c'est juste, je l'ai pas dit, mais on s'est basé sur le manifeste agile avec les différents Ah, très bien. principes, hein, où on intègre le client dès le début, enfin tout au long des étapes, qu'on a cette notion d'itération, cette notion aussi voilà, travail d'équipe, on privilégie le dialogue plutôt que l'envoi d'email, etc. Donc on s'appuie, la méthodologie s'appuie vraiment, sans être une méthode pure Mm. agile comme du Scrum et autres, Mm. mais vraiment s'appuie sur les principes agiles. C'est vraiment l'idée. Donc, parle-nous des cartes. Donc, du coup, comment on utilise les Ouais. cartes, comment ils se présentent, qu'est-ce qu'on fait avec, et à Voilà. quel moment? Très bien. Donc, effectivement, la méthodologie ABCDE reste assez générale, mais il y a toujours cette partie réponse aux besoins où c'est là que ça coinçait, parce que c'est-à-dire les formateurs, ils n'arrivaient pas forcément changer de façon de faire. Et encore une fois, je me mets dans le lot parce que j'ai aussi pris du temps pour changer de manière de fonctionner. Donc, on a créé, je dis bien on, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, mais j'ai fait avec ma collègue Léa Coucourde, que je salue, qui écoutera certainement le podcast, qui m'a aidé à co-développer cet outil. C'est vraiment un outil pédagogique. Donc ça a germé dans ma tête, j'avais fait quelques tests, et puis petit à petit, on a essayé de faire vraiment quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc on l'appelait ça TD Box, alors Training Design Box, pour plusieurs raisons, parce que déjà ça se matérialise avec une petite boîte et des cartes. Donc ça c'est la première chose, donc la notion de box, et puis aussi vraiment l'idée think out of the box pour pousser ou accompagner les formateurs à sortir des sentiers battus. Donc, que contient cette TD Box? Donc, on a, comme j'ai dit, des cartes avec déjà, on a 3 familles d'approches qu'on a appelées approches pédagogiques. Donc, on a la famille distancielle, présentielle et expérientielle qui sont matérialisées avec 3 couleurs, hein. Distanciel, on a matérialisé avec des cartes couleur rose, le présentiel verte et puis expérientiel rouge-orange. Donc, l'approche distancielle, ben, je crois que c'est assez clair, hein, c'est tout ce qui est formation à distance, que ce soit synchrone ou asynchrone. J'aime bien aussi préciser, c'est pas parce que c'est à distance que c'est asynchrone. Ben, non, en podcast, c'est plutôt asynchrone, mais une classe virtuelle, ce sera plutôt synchrone. Et par contre, c'est une approche distancielle. Et je relève aussi que distanciel n'est pas égal à que digital. Lire un article ou lire chapitre d'un livre, c'est aussi une approche distancielle, Tout à mais il n'y a fait. rien de digital là derrière. Tout à fait. Hmm. Donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est la première famille. Ensuite, on a l'approche présentielle. Donc ça, c'est vraiment le moment où l'apprenant et le formateur se trouvent dans un même lieu géographique. Donc là, on est généralement sur du synchrone en temps réel. Et puis la dernière approche pédagogique, c'est l'approche expérientielle. Ben, ça, c'est vraiment la formation qui a lieu dans l'environnement professionnel de la personne. Ensuite, chaque approche pédagogique est décomposée en plusieurs cartes. Donc, on a 46 cartes qu'on a appelées cartes format, une quinzaine par catégorie, hein. Donc, on a 15 formats distanciels, 15 formats présentiels et 14 expérientiels. Je peux vous en citer quelques-uns, là, je les ai sous les Oui, oui, yeux. vas-y. Par exemple, distanciel, ben, on a les classiques, hein, classe virtuelle, e-learning, mobile learning, mais après des choses différentes, hein, par exemple le podcast, adaptative learning, la rédaction de tests, les Mm. réflexions, les témoignages, etc. Présentiel, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve aussi les classiques. Qu'est-ce qu'on fait dans une journée de formation? Ben, il y a des discussions, des études de cas, des exercices en groupe, des exercices individuels, des jeux de rôle, la recherche, la réflexion, la simulation, etc. Et l'expérientiel, pour en citer quelques-uns, on a l'analyse de pratique, les communautés de pratique, les exercices pratiques, les interviews, l'observation terrain, réalité augmentée, réalité mixte, etc., etc. Donc en fait, on a un peu notre jeu de cartes. L'idée, c'est vraiment de partir de ce jeu de cartes et puis de co-construire la formation. Alors pourquoi déjà un jeu de cartes? Parce qu'on voulait quelque chose que les formateurs puissent prendre en main, quelque chose de ludique, quelque chose où on se met autour d'une table et puis on échange. C'est pas quelque chose que je voulais qu'il se fasse voilà tout seul derrière un écran et puis c'est le formateur tout seul dans son coin qui va designer la formation. Mm. Donc on veut vraiment quelque chose qui soit collaboratif et pour moi c'est important déjà dans cette réflexion-là d'intégrer le client directement aussi dans la réflexion. Le Ah oui. client, le formateur, les experts métiers, les gestionnaires formation, vraiment toutes les personnes, toutes les parties prenantes qui sont impactées par le dispositif de formation. Et ensemble, c'est construire le meilleur chemin pour arriver au résultat qui a été défini dans l'analyse du besoin.
Donc l'idée, c'est que les personnes se mettent autour d'une table ou d'un tableau blanc, puis ils commencent à positionner les cartes, dire voilà, on pourrait commencer par une journée présentielle, puis dans la journée présentielle, ce serait intéressant de faire un exercice, et puis pourquoi pas en jeu pédagogique, et puis pourquoi pas en témoignage. Donc on commence petit à petit à construire notre journée. On dit ok, cette première journée, elle répond à quel objectif qu'on a défini? Ah, elle répondrait à ces deux Mhm. objectifs pédagogiques. Ok. Après, oui, après il y a des éléments théoriques, donc ça on pourrait tout à fait imaginer faire deux e-learning de 2 heures, on positionne dans le temps, donc on fait toujours ça sur une timeline, hein. Oui. Et puis on se dit ah mais 2 fois 2 heures d'e-learning c'est peut-être un peu trop, donc on pourrait peut-être d'abord faire 2 heures d'e-learning après le présentiel, puis après 2 heures de e-learning. Voilà, ça permet vraiment de moduler, de travailler, de faire des schémas, de bouger les cartes, vraiment cet état d'esprit brainstorming. On essaye, on se trompe, on refait, on change vraiment quelque chose qui fonctionne comme ça avec l'échange et le partage. Et après, on se dit, mais ce serait aussi bien pour améliorer le transfert de mettre un peu de formation sur la place de travail de la personne. Donc, on pourrait mettre un peu quelques cartes expérientielles. On dit, oui, mais j'ai pas trop d'idées. Donc, on peut regarder dans les cartes. On dit, ah, tiens, ce serait intéressant ah, tiens, échanger place de travail. C'est une carte. Ah, ça me parle. Ça veut dire que la personne, elle irait échanger sa place avec quelqu'un d'autre. Elle pourrait apprendre, je dirais, peut-être sa nouvelle compétence sur le poste de travail de quelqu'un et vice-versa. Donc, c'est vraiment l'idée de sortir de ce qu'on a l'habitude et par explorer des nouvelles voies, toujours pour répondre au cahier des charges qui décrit le besoin. C'est pas juste pour le plaisir, c'est vraiment pour répondre au besoin initial. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ludique, c'est participatif, et en même temps, tu l'as très bien souligné, on ne perd pas de vue les objectifs qui ont été fixés, formulés précédemment. Et donc voilà, on va dire les choix pédagogiques via l'utilisation de ces cartes, etc. C'est pas juste entre guillemets pour se faire plaisir en disant tiens, on va mettre un peu de ci, un peu de ça, etc. Il y a vraiment une cohérence pédagogique, un alignement pédagogique où on exactement. pense toujours en fonction des objectifs que l'on a définis en amont. Exactement, c'est le terme que j'utilise, c'est vraiment alignement pédagogique, objectif, méthode et évaluation. D'ailleurs, Très je bien. vais Ouais. justement, sans transition, on a fait également les cartes évaluation. Donc, Bravo. on a 13 cartes. Super. C'était normal. Sinon, Oui, je serais peut-être pas là pour oui, parler aujourd'hui. c'est mieux quand même. Donc, on a 13 cartes format évaluation qu'on a classées selon les 4 niveaux de Kirkpatrick. Donc, il y a certains formats qui se prêtent pour plusieurs niveaux, hein. Typiquement, un entretien de formation, ça pourrait être pour du niveau 1, voire du niveau 2 ou du niveau 3, ça dépend. Et puis, l'idée, c'est de positionner aussi sur la timeline les cartes d'évaluation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'évalue, comment je l'évalue et à quel moment. Comme ça permet aussi, dès le début, quand on réfléchit à notre dispositif de formation, de positionner ces actions d'évaluation. Et après, on a encore pour terminer, ajouter les cartes suivi et communication. Parce que ce que je remarque dans les formations hybrides, c'est souvent intéressant pour nos clients parce que ça va améliorer le transfert de leurs compétences, mais ça amène une grande complexité au niveau des services formation. Donc, c'est important de bien définir dès le début à quel moment on va communiquer avec nos participants, à quel moment on va avoir un suivi, à quel moment on va voilà, avoir une action, peut-être leur envoyer un mail de rappel, etc. Donc là, on a aussi une douzaine de cartes suivi et communication. Ben là, on retrouve les classiques, hein. Ça peut être justement l'envoi d'un mail, un entretien téléphonique, un entretien présentiel, un courrier, un chat, une notification LMS, une hotline, voilà, une plateforme d'échange, etc. On est vraiment dans Et cette logique de formation processus, quoi. On n'est pas sur l'événement d'apprentissage, l'événement non, pédagogique. On pense à l'amont, on pense à l'aval, etc. ouais, On va dire, on sort de la salle de formation, qu'elle soit d'ailleurs physique ou virtuelle. exactement. Et là, on a vraiment une approche globale. Et une fois qu'on a fait ce dispositif-là, qui est voilà, où il y a beaucoup d'échanges. En général, j'ai par expérience, en 1 heure à 1 heure et demie, on arrive à créer un dispositif. Si on a toutes les bonnes personnes autour de la table, on fait une photo et après, on le transfère ça sur un document un document, peu importe, PowerPoint, Word, ou ce que vous voulez, Hmm, qui soit après présentable et exploitable. d'accord. On réfléchit à la version digitale avec des outils tableau blanc type Miro ou Tableau ou autre, Mural ou Miro, pardon. Peut-être qu'on va le faire. C'était pas l'idée de départ, mais c'est vrai que dans certains cas, si les personnes sont sur des lieux géographiques différents, Ouais. Oui, oui. ça pourrait être utile toutefois.
Et puis, donc, Raphaël, on a fait ce... Oui, pardon. oui, je te coupe, mais Non, non, pas de souci. est-ce que tu pourrais nous donner un exemple peut-être d'un projet un projet de formation que tu as fait avec ces cartes, Mhm. soit chez toi ou soit je crois que tu l'as fait à l'université aussi, non, à Genève? On a fait une version qu'on appelait Academia, qui est plutôt orientée université ou Oui, académique, je dirais, avec des termes, parce qu'on a un jargon, je dirais, de la formation continue d'entreprise qui n'est pas tout à fait le même que la formation académique. Donc, au lieu de parler de participants, on a parlé d'élèves, au lieu de parler de formateurs, on a parlé de professeurs, et tous les formats ne sont pas forcément adaptables dans l'un et dans l'autre. d'accord. Donc effectivement, on l'a aussi fait pour le milieu académique, mais c'est pas celui que j'ai utilisé le plus. J'ai utilisé beaucoup plus en entreprise. Bah, typiquement, des derniers exemples qu'on a traités avec Léa, c'était une formation sur la réclamation client, où là, on a pris notre client, c'est-à-dire le demandeur de la formation, les experts métiers, les formateurs et nous comme, on va dire, soutien pédagogique. On s'est mis dans une salle et on a justement utilisé ces cartes pour construire la formation. Et ce qui est chouette, c'est que les personnes, même sans être initiées, sans avoir fait des formations sur la conception de formation, les experts métiers ou les demandeurs, très facilement, ils arrivent à prendre ça en main. Et ils arrivent qu'à construire la formation. Et on leur dit vraiment, essayons de sortir du schéma classique. Comment vous feriez cette formation si on devrait faire zéro PowerPoint? Et c'est là que justement que les idées viennent. On regarde les cartes, dit ah ouais, ça ce serait chouette, un témoignage d'un client mécontent. Par exemple, si je prends l'exemple de la réclamation client, qu'on pourrait filmer, qu'on pourrait réutiliser dans la formation et après faire une analyse. On dit ah ouais, ça serait beaucoup plus pertinent que regarder quatre slides sur qu'est-ce qu'il faut faire quand le client est mécontent. Voilà, et ça amène plein d'idées différentes. J'ai vraiment cette idée de think out of the box Ouais. pour l'application justement de ces formats pédagogiques. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on a vraiment aujourd'hui un bon retour. Et on l'a fait maintenant, on est encore en phase, on était jusqu'à maintenant en phase recherche et développement, donc on a imprimé plusieurs jeux de cartes. Hein. Je l'utilise aussi dans le cadre du brevet fédéral de formateur, où j'interviens moi comme formateur sur l'ingénierie pédagogique, où je les forme justement les participants sur le modèle ABCDE et sur l'utilisation des cartes. Et là, les retours sont vraiment excellents. Et souvent, les gens, par après, m'envoient des photos, ils disent regarde, je les utilise, c'est top, j'ai montré à toute mon équipe, et ça me fait beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, on l'a fait vraiment dans un but vraiment un peu recherche. Et puis maintenant, on aimerait passer la deuxième vitesse et puis pourquoi pas développer un peu plus, enfin diffuser un peu plus cette approche ABCDE avec l'utilisation des cartes TD-Box. On est en train de réfléchir un peu au comment on aimerait le faire D'accord. pour pouvoir l'utiliser. Ce que je veux pas, c'est juste vendre les cartes comme ça, parce que c'est comme si vous achetez un jeu de cartes standard dans un magasin. Tant qu'on vous Oui, explique pas les règles Ah ouais. du poker ou comment vous appelez en France, on appelle le Yas en Suisse, mais c'est la belote en France, oui, ben, elles vous serviront à rien les cartes. Donc Oui, je suis tout à plutôt fait. à dire, je vous apprends, enfin, ce serait plutôt apprendre à utiliser les cartes. Et une fois que vous avez appris à l'utiliser, ben là, vous avez accès au jeu pour Oui. l'utiliser. Ouais, ouais, c'est logique, c'est cohérent. Donc là, je ne sais pas si tu peux déjà en parler. Est-ce que tu as des idées justement pour déployer cela plus largement? Non, alors, quelques idées, oui. Enfin, j'aime bien, elle rigole toujours Léa quand je parle de ça, mais c'est un peu l'idée comme la Zumba, hein, en fait. La Zumba, il y a un modèle qui est protégé et après, il faut être instructeur Zumba pour Ah oui, pouvoir donner des cours de c'est Zumba vrai. et puis vendre des t-shirts Zumba et puis et puis avoir la bonne musique pour pouvoir faire les cours. Mais c'est un peu le même modèle de Kirkpatrick aussi, qui est un modèle Tout protégé. à fait. Ouais. Mais peut-être, pourquoi pas, d'avoir un réseau de formateurs indépendants qui sera accrédité, qui puissent former sur cette méthodologie. Voilà, ça c'est les quelques idées que j'ai aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a rien de concret. On est très ouvert avec ma collègue. Par contre, si les auditeurs auraient des idées ou des propositions de développement, nous, on est volontiers à l'écoute. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via le blog, j'imagine. Et très volontiers, on est à l'écoute des différentes idées et propositions. Ouais, complètement. Bah, le mot est passé, et donc c'est vrai qu'on mettra mmh, en plus, alors on va dire dans la description du podcast, on mettra le lien donc vers l'article de blog où on pourra présenter voilà quelques extraits Oui, du support sur la méthodologie ABCDE, ABCDE.
quelques exemples de cartes, etc. Puis on pourra effectivement mettre, par exemple, le lien vers ton profil ou vos profils LinkedIn respectifs, hein, Oui. avec ta collègue. Mais voilà, que les auditeurs auditrices n'hésitent pas, voilà, pour en savoir plus, si vous avez des idées, etc. Voilà, on peut être aussi collaboratif, comme ce jeu de cartes. Donc très intéressant. Que tu as toi-même utilisé, Jonathan. Ça, Oui, toi, tu as Exactement. une copie. Alors, comment tu les trouves, Exactement. Jonathan? Comment tu les Exactement. trouves? Ah, moi, je trouve ça super parce que donc j'ai eu l'occasion de l'utiliser, de les présenter à des collègues donc chez AG6 qui alors ne sont pas sont avant tout, on va dire, des consultants experts dans leur domaine, etc., mais qui ne sont pas on va dire des formateurs de formation. Donc ils se sont formés, etc. Voilà, on fait les choses bien. Mais voilà, à la base, ce ne sont pas des personnes qui ont suivi toute une formation à l'université, voilà, comme celle dont on parlait tout à l'heure, etc. Pas Mhm. ce genre de formation initiale. Et donc, voilà, moi, ce que j'aime introduire, c'est ce dont tu parlais, Raphaël, c'est que, oui, hein, il faut aussi savoir abandonner ou en tout cas mettre de côté le support PowerPoint classique, etc. Et donc s'ouvrir à de nouvelles méthodes pédagogiques. Et ce que je trouve intéressant avec ce jeu de cartes, c'est que, pour le coup, on va dire, ces idées, on les a dans les mains. Et donc déjà, on va dire, il y a cette forme de, je vais dire, d'éveil en se disant, tiens, c'est vrai, je n'aurais jamais pensé à ça. Tiens, c'est vrai qu'il y a ça. Ah oui, c'est vrai que, attends, l'évaluation, c'est pas juste le questionnaire qu'on remet à 16h55. Ah ouais, non, non, il y a d'autres choses. Ah oui, tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé à la phase post-formation, etc. Donc tranquillement, va dire, on voit un peu le champ des possibles. Et il y a on va dire, il y a cet effet éducation, on va dire, à l'ingénierie pédagogique de manière très empirique. C'est-à-dire vraiment dans l'action, en le faisant de manière collective. Et puis voilà, quand on parle de mobiliser l'intelligence collective, là, il y a toujours quelqu'un dans le groupe qu'on va les utiliser qui va être davantage, on va dire, sensibilisé à telle ou telle méthode, etc. Donc ça va bien se compléter. Et je trouve ça vraiment très pertinent pour embarquer des équipes. Et là, je vais l'utiliser prochainement avec des personnes qui, pour le coup, n'ont vraiment jamais conçu ni animé de formation, mais qui sont vraiment de purs experts, on va dire, techniques, métiers, qui souhaitent voilà, développer une formation d'abord, on va dire, pour une diffusion interne, et on va construire, voilà, on va utiliser ce jeu de cartes pour la construire avec eux, et voilà, pour que justement il n'y ait pas ce réflexe du bah, attends, Jonathan, je m'en fais un peu en 2 jours, je construis un PowerPoint de 250 slides, et puis ensuite on en discute pour l'améliorer. Donc vraiment très, C'est ça. très, très utile. Et puis ce que j'ai pas dit, c'est vrai que c'est difficile de l'expliquer sans visualiser les cartes qui seront visibles sur le blog en partie. C'est que les cartes, c'est pas juste noter, je sais pas, par exemple, exercice pratique terrain, c'est-à-dire qu'il y a une explication du format, il y a Oui. des conseils aussi, des trucs astuces pour le formateur, il y a voilà, deux, trois éléments complémentaires qui aident aussi à la compréhension, parce que si on n'est pas initié, on voit, je sais pas, adaptive learning, on se dit, mais je sais pas, je comprends pas ce que ça veut C'est dire, donc ça. il y a quand même des explications. Aussi des notions de coût, de la modalité, parce que c'est pas la même chose de faire un exercice avec 3 post-it et 2 bouts de scotch que mettre en place un serious game en ligne. Donc il y a aussi la notion de coût Exactement. qui rentre en compte et temps pour le formateur de complexité, le temps et la complexité du dispositif. Donc ça, c'est aussi voilà, un moyen, on va dire, assez simple d'avoir quelques éléments complémentaires sur le format d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Il y a une réalité financière, quoi. On sait Mm. on peut pas non plus, voilà, on peut rêver, Voilà, mais il faut exactement. quand même après revenir à la réalité et se dire, oui, mais qu'est-ce que ça va coûter en termes de temps, en termes d'argent, etc. Et ça, c'est vrai que tu donnes en tout cas, vous donnez tous les deux des indications très précieuses sur chacune des cartes. Voilà, puis on fait également des liens sur les cartes avec la taxonomie de Bloom. On sait que par exemple pour un objectif juste de connaissance, ce ne sera pas le même type de carte qu'on va utiliser que pour un exercice, un objectif d'application. Donc là, ça Exactement. nous oriente. On se dit, OK, j'ai tel objectif sur la taxonomie de Bloom en présentiel, automatiquement, ça nous oriente déjà sur un choix restreint de cartes. Mm. Et c'est vraiment une aide à la décision et un guide. C'est vraiment ça qui est intéressant. Donc, c'est tous ces aimants-là, justement, qui sont importants à appréhender avant d'utiliser les cartes, parce que sinon, on va les utiliser, en guillemets, bêtement, et puis on va Mm. pas utiliser leur plein potentiel. Exactement. Non, mais c'est Euh, très, très pertinent. alors, comme
bon, ces cartes, j'ai l'impression que c'est une création de ta part parce que tu trouvais que le- les méthodes d'ingénierie pédagogique que tu vois sur le terrain n'intégraient pas l'évaluation. Donc, c'était un moyen pour toi de vraiment pousser Mm. ça. Ça nous fait Oui, beaucoup plaisir. Maintenant, est-ce que tu peux peut-être partager deux, trois bonnes pratiques avant que tu aies eu ces cartes pour les gens qui n'en ont pas, pour les gens qui sont à distance? Tu vois, quelles sont pour toi les deux, trois vraiment très bonnes pratiques qu'il faut retenir en tant que responsable formation sur le terrain? Ça peut être l'évaluation, mais ça peut être autre chose aussi, hein, si tu veux. Fruit de ton oui, oui. expérience, en tout cas. Ben, je vais peut-être parler d'évaluation. Alors pour moi déjà Mm. l'évaluation, j'ai vécu tellement de choses, j'ai vu tellement de choses aberrantes par rapport à ce thème-là qu'on pourra en parler encore pendant longtemps. Mais c'est déjà pas évaluer pour évaluer. Combien de Oui. fois j'ai constaté euh, des formations où il y avait une évaluation qui était réalisée après la formation, une autre évaluation 3 mois après, et puis au final on se dit ok c'est super, c'est bien, mais vous en faites quoi? Ah non, on n'en fait rien, on n'a pas le temps de traiter les données, etc. Et, et, et là, ben on se dit mais alors arrêtons de perdre notre temps, de perdre du temps aux participants, faire du temps aux personnes. Donc il faut être ok de se dire cette formation-là, on l'évalue pas. Donc ça, il faut aussi être OK à le dire. Ou alors, on évalue seulement du transfert, mais on n'évalue pas de la satisfaction. Ça, je suis aussi OK avec ça, mais il faut toujours le faire, on va dire, de manière consciente, pas au hasard. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se discute et qui se met en place dès le début de la conception de la formation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est mettre l'énergie à la bonne place. Parce que comme on l'a dit et comme vous le dites aussi, et je le répète, c'est qu'aujourd'hui, on met 90% de notre énergie, très souvent malheureusement, pour faire l'évaluation de satisfaction, pour traiter les données d'évaluation de satisfaction, puis pour dire à la fin de l'année, chouette, 85% des participants à nos formations sont satisfaits. Mais encore, et c'est là qu'on va pas assez loin. C'est se dire, il faut qu'on doit être capable aujourd'hui d'aller un pas plus loin, puis se dire, OK, les gens sont satisfaits en formation, c'est bien, le formateur était sympa, il a fait des blagues et ils ont bien mangé à midi, mais quel était le réel impact? Et c'est là aussi qu'on doit maintenant apprendre à développer des stratégies, des méthodologies pour mesurer l'impact et être capable de mesurer. Et c'est là le réel enjeu, je dirais, qu'on a aujourd'hui en tant que responsable de formation. Et c'est là-dessus qu'on a entendu. Et c'est ce que je disais un peu en ouverture du podcast, c'est que nos directeurs sont prêts à signer l'échec, mais ils aimeraient savoir qu'est-ce que ça rapporte. Et malheureusement, c'est pas toujours si simple de répondre à cette question. Ouais. C'est logique. Enfin, en tout cas, c'est une demande, c'est une attente logique de leur part. Et Mm. puis, effectivement, comme tu le dis, ouais, ça n'est jamais simple. C'est pour ça que l'on y travaille, c'est pour ça qu'on en discute tous les trois, c'est pour ça qu'on évangélise, comme on dit aussi, Et sur je le pense que sujet. le modèle qui pratique amène des clés Oui, pour répondre à ce type de questions, ouais, tout à clairement. fait. Super, Joss, est-ce merci. que Oui, tu oui, as... ben, on va conclure, mais j'avais oublié de poser des questions sur les cartes. On revient sur les cartes rapidement. Est-ce qu'on peut les acheter directement ou il faut avoir la formation avec Mmh. pour le faire? Pour Ouais, j'ai déjà un peu répondu. Pour le moment, je ne vais pas les vendre comme ça parce que comme j'ai Oui, dit, voilà. j'ai peur que ce Mm. soit contre-productif. Hmm. Oui, oui, S'il y a des personnes qui veulent en savoir plus, ben, comme on a dit, ou qui ont des idées de développement pour dire comment on pourrait diffuser ces cartes, volontiers, je suis à l'écoute, ou pour faire de la formation, je le fais aussi très volontiers. Mais voilà, pour le moment, on a fini l'étape, je dirais, R&D, et maintenant, on va rentrer à l'étape suivante de se dire d'accord, diffusion de cet outil. d'accord. Ok, très bien. Bon, mais c'était très, très intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Avec J'ai plaisir. appris plein de choses là, sur la Suisse et sur ta façon de faire, sur l'importance, justement. En fait, c'est vrai que C'est vrai que parfois, c'est pas qu'on se sent seul, comme disait Jonathan tout à l'heure, ça fait du bien de justement voir que nous, ce qu'on essaie d'éduquer et d'évangéliser, les gens le font sur le terrain, ils voient les effets, ils voient les bénéfices. Ça fait comme un boucle vertueux en fait aussi, hein. Hmm. On voit que les gens qui pratiquent l'évaluation sur le terrain, qui le prennent au sérieux. Moi, ce que j'adore voir, c'est ce sentiment, cette émotion de valorisation. C'est-à-dire que je me sens valorisé par rapport à ce que je mets en pratique, par rapport à ce que j'ai fait dans la formation. Et les commanditaires me valorisent, je me sens valorisé, les apprenants voient le bénéfice. Donc, ça fait vraiment c'est un autre type d'impact. Je ne sais pas si tu as eu cette sensation, Raphaël, aussi, quand
quand tu utilises l'évaluation de bonne manière, est-ce que toi, tu vois la valorisation pour tout le monde? Ah, clairement, hein, clairement et ça permet de mesurer la vraie valeur ajoutée et c'est là la clé en fait, de tout ce qu'on fait en termes de formation. Parce que voilà, juste former pour former et pour que les gens passent un bon moment, alors c'est déjà bien, mais réellement, c'est quelle est la valeur ajoutée? Et c'est très gratifiant de pouvoir le mesurer, oui. Super. Bah, Jonathan, dernier mot pour toi? et puis pour tout le monde, hein. Pour Ouais, nous en tant que clairement. dispositif formation, mais pour nos clients, pour les commanditaires, pour toutes les parties prenantes. Ouais. Super, merci. Jonathan, dernier mot pour toi? Ouais, écoute, pour aller dans le sens de Raphaël, hein, c'est vrai que on a déjà eu hein, plusieurs certifiés qui disaient, on va dire, qui vantaient les mérites de la certification, ce que ça avait changé pour eux, etc. C'est réellement, on peut dire que l'on n'est pas objectif pour dire ça parce qu'on est clairement partie prenante, mais c'est réellement, je vais utiliser un langage très startup nation, n'est-ce pas? Game changer. C'est vraiment, voilà, Mm. ça peut vraiment changer les règles du jeu lorsqu'on est professionnel de la formation. Et encore récemment, on avait un, un client canadien qui nous Oui. tenait des propos assez similaires en disant waouh, enfin en termes de l'impact sur la posture du professionnel de la formation, où au début les commanditaires nous disent mais pourquoi vous nous demandez des indicateurs? Je veux dire, vous êtes à la formation, quoi. Donc, allez organiser des stages et puis laissez-nous un peu tranquille. Puis, Ouais, lorsqu'ils voient toute la démarche d'évaluation, les résultats, l'impact, etc., la fois suivante, ça n'est pas pourquoi vous nous demandez des indicateurs. C'est voilà, de quoi avez-vous besoin? Maintenant, on travaille main dans la main. Ok, on a compris qu'on parlait le même langage. Donc, c'est réellement game changer. Donc, ouais. franchement, j'adore entendre ce genre de propos, Et effectivement. ça change complètement la posture des services formation et c'est là qu'on a même une vraie valeur ajoutée, ouais. Ouais, Pas tout à juste, fait. un service administratif, non. C'est un vrai service qui a un impact sur les activités de l'entreprise. Ah, Clairement. super. Bon, clairement. Merci beaucoup, Raphaël, hein. C'était vraiment très, très intéressant. On va mettre des liens vers les informations sur les cartes pour tous ceux qui sont intéressés à contacter Raphaël pour les adopter, pour faire pousser la réflexion. Cette méthode ABCDE qui est super facile à retenir, mais je te remercie, Raphaël. C'est très, très facile à en parler. Et du coup, qui intègre l'évaluation tout au long avec le grand E au milieu. Nous, on trouve ça génial. Et on est là avec toi pour faire pousser cette méthode et avec les cartes aussi loin que possible. Bien, merci Euh, beaucoup et encore merci de m'avoir, invité à votre podcast que j'ai aussi beaucoup de plaisir à écouter. Merci, bon, Raphaël. écoute, merci à vous deux. Alors, le prochain podcast, on va faire avec un expert en méthode agile hein, de la formation. Et puis, on va aussi voyager plus loin au Canada aussi. Donc, on a plein de choses à vous faire entendre. Donc, à bientôt. Merci à vous deux. Et En merci aux méthodes auditeurs. agiles et lean management. Je me permets de le préciser parce que je sais qu'il y tient. Ah, raison, il va tout nous expliquer. Il va tout nous expliquer. Bon, Exactement. Ah ben, merci les 2 beaucoup. très beaux sujets. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir et à très bientôt. À Au bientôt. revoir.